D'accord. On a aussi souvent nos amis de Toulon et du Maroc qui se manifestent, Avignon, le Puy-de-Dôme. Bon, je crois que Olivier, voilà, tu vois, on fait un tour de France, hein, et y compris de la Belgique. Beaucoup de propriétaires de maisons d'hôtes. Donc bonjour à toutes et à tous, je vous salue. Alors j'ai eu un petit souci de disque dur et de connexion, donc ce qui fait que vous n'aurez pas forcément la même présentation que habituellement, mais c'est pas grave puisque c'est Olivier qui va être présentateur. Sarlat, Maroc, ah oui, un Riyad au Maroc, mais habite le Caire. Donc quelle chance. Le Lavandou, l'Ardèche. Donc pour ce premier séminaire de la webinaire de la semaine, pardon, j'en perds mes mots, donc c'est Olivier Daouis que je vous avais annoncé qui est parmi nous. Olivier, que j'ai rencontré à l'occasion d'une conférence donnée à l'Université du tourisme et de l'hôtellerie à Namur, donc en Wallonie. Donc tu es, je crois, un ancien condisciple, hein, c'est ça Olivier? Ben, tout à fait. Un ancien de Namur, toujours belge et expatrié pour le moment en France, dans les Hautes-Alpes où il fait plutôt gris et pas de neige ici, malheureusement. D'accord, ben voilà. Donc Olivier qui est un grand sportif aussi et qui est revenu manager dans son métier, et qui a bossé et continue de bosser comme consultant du côté de chez Accor, et qui a aussi cette expérience extraordinaire d'avoir ouvert une maison d'hôtes, donc d'appliquer à sa maison d'hôtes le principe du revenu management dont on va parler aujourd'hui. Deux infos avant de démarrer comme d'habitude. Vous pouvez vous poser vos questions sur la fonctionnalité questions-réponses, hein, Q et R, qui est en bas de votre écran, en haut de votre écran, c'est selon. Et donc Olivier et moi-même pourrons y répondre, mais surtout Olivier, c'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui. Au niveau des infos, vous avez vu sur le blog ce matin trois articles importants. Le premier concerne une étude menée par Airbnb qui montre que dans les pays en reprise du côté asiatique, 97% des clients qui sont prêts à partir vont consulter en premier critère des informations à caractère de sécurité sanitaire dans votre établissement. On parle bien de votre établissement et pas des critères généralistes de sécurité sanitaire. Et 83% des gens vont demander des informations très précises sur vos pages, sur les protocoles de sécurité sanitaire que vous aurez mis en place ou que vous comptez mettre en place. Quant à 53% des gens, ils vont se fier en priorité aux avis de ceux qui seront passés avant eux dans votre établissement et qui relateront si de visu, de leur propre constatation, ils ont vu que vous aviez mis en place des protocoles très précis en matière de sécurité sanitaire. Donc ça renvoie aussi à ce qu'on vous disait il y a à peu près 15 jours sur le fait que, et notamment la semaine dernière aussi au webinaire, sur le fait que les gens vont privilégier des établissements tenus par des professionnels parce que ces professionnels vont s'appliquer des protocoles très très stricts. À la différence d'un particulier, le professionnel, lui, il est soumis aussi à des contrôles, à des réglementations, à devoir rendre des comptes. Et donc, c'est très important de mettre ça en avant, même si ce n'est pas très glamour. Mais de toute façon, c'est une information que les gens vont chercher à avoir. Donc, comme on l'a dit la semaine dernière, à travers vos sites internet, vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à communiquer là-dessus si, bien sûr, vous avez des choses à dire et si ces choses sont avérées. Pour celles et ceux justement qui utilisent les fonctions Magic, c'est-à-dire le générateur de site internet et de WA, on tient à votre disposition des matrices de code que vous pouvez simplement copier et coller dans votre site Magic et dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'informations structurées sur la partie ouvert-fermé. Nous sommes voilà les protocoles que nous appliquons. Donc, on a réuni le guide des meilleures pratiques en matière de protocole. Le but, ce n'est pas de diffuser cette information intégralement sur votre site si vous n'appliquez pas ces règles, évidemment, mais de faire le tri, voire de les adapter. En tout cas, vous avez les moyens de créer avec ce code en moins de quelques secondes une page spéciale Covid-19 qu'il faut mettre sur votre site, puisque, comme on l'a souligné la semaine dernière aussi, avec Thomas Young et d'autres, et Jean-Jérôme Danton, jouer la transparence, jouer l'information. Dans ce contexte-là, les voyageurs ont besoin d'avoir un maximum de sécurisation de ce côté. Voilà, je n'ai terminé pour les infos. Les règles du jeu, vous les connaissez. Donc, je laisse Olivier se présenter rapidement et puis de partager son écran et de commencer ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'être venus et bon début de semaine. Merci Bruno et merci pour l'introduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes, que ce soit en France, en Belgique, où que vous soyez. C'est un vrai plaisir de vous rejoindre ce matin. Comme Bruno l'a dit,
On s'est rencontrés il y a quelques mois à Namur. On a donné tous les deux, avec pas mal d'autres personnes, une conférence sur le tourisme, la distribution, un petit peu de revenu management aussi. Et ben voilà, c'était l'occasion, cette période de confinement, de me joindre à vous. Je prends un peu l'accent français, ouais, je vois le chat aussi, donc faites quand même attention à ce que vous dites. Je rebondirai là-dessus si nécessaire. Comme Bruno l'a dit, j'ai déjà pas mal navigué dans le monde de l'hôtellerie. J'ai une formation en gestion hôtelière à Namur. Donc, c'est l'équivalent d'un bac plus 3 en France, en études supérieures. Ensuite, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour le groupe Accor, dans toute la filière revenu management. C'était d'abord en Belgique et puis au siège à Paris en France. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, on a fait un tournant professionnel avec mon épouse et même avec nos 2 filles, puisqu'on a repris des chambres d'hôtes dans les Hautes-Alpes. Petite maison d'hôtes avec 4 chambres, table d'hôtes tous les jours. Donc on s'y est mis tous les 2, tous les 4 pour gérer ça ici au cœur de la montagne. Et en parallèle, je continue à travailler un petit peu pour le groupe Accor en tant que consultant sur certaines missions assez spécifiques, toujours dans le milieu du revenu management, de la distribution. Et depuis 3-4 ans, je continue de donner cours en haute école à Namur justement, où j'ai repris la charge du cours de revenu management pour les étudiants de troisième année, ce qui permet là sur ces 3 métiers qui se combinent, d'être à la fois un professionnel de l'hôtellerie sur le terrain avec toutes les réalités que vous connaissez quand on gère notamment une maison d'hôtes, quand on gère un petit hôtel également, de me tenir à jour sur les principes de formation et les nouveautés en revenu management et les partager avec mes étudiants. Et croyez-moi, quand vous avez des jeunes élèves face à vous, vous le savez, il n'y a rien qui est sûr, il n'y a pas de vérité absolue, il y a toujours bien quelqu'un au fond de la classe pour vous poser une question et remettre tout en question, donc c'est assez intéressant aussi. Et puis, la possibilité de continuer à travailler pour Accor, qui reste évidemment un groupe hôtelier majeur et qui amène aussi pas mal d'expertise, de connaissances et d'informations sur ce domaine-là. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. À côté de ça, Bruno l'a dit, un grand sportif, amateur de montagne. C'est pour ça qu'on est venu ici aussi, un grand amateur de course à pied. Bon, pour le moment, c'est un petit peu limité, mais voilà, la période fait comme ça et on va en tirer un maximum de choses positives. Donc aujourd'hui, Bruno m'a proposé de prendre la parole. Je vais vous parler de 2 choses. Alors, le grand thème, c'était plutôt le revenu management. Alors, la difficulté du revenu management, évidemment, c'est que ça peut être très vaste. Et donc, sur une intervention, sur un webinaire, c'est assez compliqué, évidemment, de tout parcourir. Mais pourquoi pas prévoir d'autres sessions ou se reparler avec des personnes qui pourraient être intéressées sur des sujets spécifiques. Ça, c'est une possibilité. Et donc, je vais faire un premier zoom quand on parle de revenu management sur la partie distribution. La partie distribution, ça devrait normalement intéresser et toucher tout le monde dans l'hôtellerie, que vous ayez des petites chambres d'hôtes ou un hôtel de plus grande capacité. Quoi qu'il arrive, vous êtes impacté normalement par les phénomènes de distribution. Donc, ça va être la première partie là, de la présentation. Et puis, malheureusement, les circonstances font que on ne peut pas, je pense, passer à côté de la crise qui nous touche. Et donc, j'ai rajouté à la présentation initiale un petit état des lieux sur la crise autour du coronavirus. Alors, pas tant sur des chiffres, mais des réflexions. Vous allez voir que pour le moment, tout le monde est encore dans la phase de réflexion. C'est assez difficile de se projeter. Néanmoins, et ces webinaires en font partie très clairement, on peut déjà anticiper sur certains éléments et un peu se projeter dans l'avenir et sur l'après Covid-19. Voilà un petit peu pour l'agenda du jour. Je vais vous partager la présentation PowerPoint. Il ne faut pas que je me loupe. Je vais partager mon écran et puis on va voir si c'est bon pour tout le monde avant d'attaquer un petit peu plus loin. Alors,
Est-ce que vous avez la présentation qui vient correctement? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, ouais. Alors évidemment, pour la petite histoire, entre parenthèses, dans les Hautes-Alpes, quand vous êtes dans un petit village de montagne, la connexion Internet n'est pas encore au niveau de la fibre. Donc j'espère que tout ira bien. Il n'y a pas d'orage dehors, donc on ne devrait pas avoir de coupure. Euh, voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez bien la présentation en grand écran? Là, non, on voit le mode présentateur. Eh ouais, évidemment. Alors, il m'a basculé ça. Les paramètres d'affichage, je pense que tu peux changer. Eh ouais. Alors, Voilà, parfait. impeccable. Donc, cette première partie qui est plutôt sur la distribution, c'est même une petite histoire que je vais vous raconter. Une petite histoire que j'ai intitulée Croire, croître et mourir. C'est une histoire qui est sur le sujet des OTA, donc les Online Travel Agencies, et qui est bien entendu inspirée de faits réels. C'est une petite histoire qui retrace ce qu'on a vécu, nous, mon épouse et moi, depuis qu'on s'est installé dans les Hautes-Alpes, quand il s'agit de distribution. Et j'espère que vous, en face, vous vous reconnaîtrez à certains moments dans cette histoire, et surtout que cette petite fable vous permettra de tirer des éléments positifs. Il y a un petit peu de son aussi derrière, vous savez ce que c'est, hein, le confinement, il y a des enfants qui sont à la maison, donc il se peut que vous entendiez parfois un petit cri d'enfant si jamais il y a des réclamations à gauche. Ouais, ouais. Donc, notre histoire de la distribution, quand on a repris des chambres d'hôtes il y a un an et demi maintenant, elle a commencé par une croyance et le fait de croire. Alors, bien entendu, on a cru à un projet, mais on a surtout pensé qu'un fait pourrait être véritable, qu'on allait pouvoir réussir quelque chose dans notre projet de chambre d'hôtes. Et cette croyance, c'était qu'on pourrait, avec les 4 chambres qu'on avait à remplir tous les jours, on a cru qu'on pourrait vivre sans les hôtiers. Donc ça faisait 10 ans que j'étais chez Accor notamment, 10 ans que je me battais au quotidien face aux grands méchants loups que sont Booking.com et Expedia notamment. Et donc, j'ai cru, on a voulu croire qu'avec un petit établissement de chambre d'hôtes, on pourrait se passer complètement des hôtiers et se vendre uniquement en direct. Alors, c'est le pari qu'on a fait au début pour deux raisons. Quand vous arrivez dans des chambres d'hôtes, c'est un établissement qu'on a repris qui fonctionnait déjà. Cet établissement n'était pas distribué sur Booking et sur Expedia. Il y avait déjà un fonds de commerce sur lequel on pouvait travailler. Et puis, on est arrivé et on a plongé tout de suite dans le côté opérationnel. Donc, les premiers mois, les priorités absolues, on a commencé juste avant la saison d'été, ont été d'accueillir nos hôtes, de faire tourner la maison et de générer des nouvelles réservations, principalement en direct. On prenait le téléphone, on avait un petit module de réservation sur notre site internet et voilà comment on vivait. Donc, on a cru, parce que c'était vraiment ça le but et le plan initial, on a cru qu'on pourrait se passer des hôtiers, de cette distribution indirecte, que ce soit pour nous, hein, en tant que chambre d'hôtes, mais c'était une conviction que j'avais aussi de manière un peu plus large pour la petite hôtellerie de loisirs, comme je l'appelle, donc que ce soit des chambres d'hôtes, que ce soit des hôtels plutôt typés familiaux avec un nombre de chambres qui est limité. J'ai cru, très honnêtement, qu'on pourrait vivre sans cette distribution indirecte. Il a fallu se rendre à l'évidence à un moment, c'est que oui, on peut travailler, on peut avoir des chambres d'hôtes et se passer de la distribution indirecte sans problème. Après, il faut savoir ce que vous voulez faire dans votre établissement. Si vous avez des chambres d'hôtes ou un petit hôtel,
même si un petit hôtel, à mon avis, c'est déjà moins souvent le cas. On va plutôt prendre l'exemple des chambres d'hôtes. Si vous avez des chambres d'hôtes et que c'est plutôt une activité annexe, une activité parallèle, un bonus, si on peut dire, je pense très sincèrement qu'on peut le faire sans se distribuer de manière indirecte. L'enjeu que nous, on avait ici en arrivant dans les Hautes-Alpes, c'est qu'on voulait faire de cette activité de chambre et table d'hôte une activité professionnelle et en vivre en famille, donc tous les quatre, via cette activité-là, même si il faut un petit complément, on voulait vraiment développer au maximum cette activité-là. Quand vous voulez développer une activité de vente de chambres d'hôtes, commerciales donc, il y a un moment où il faut voilà, se rendre à l'évidence et tout seul, on n'est pas assez fort pour se développer. On manquait très clairement de visibilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Un peu ouais, ça a été un peu un abandon avec beaucoup de tristesse. On a fini par rejoindre les sites que sont Booking.com et Expedia notamment, et tous les autres partenaires de distribution en ligne pour commencer à croître, hein. Croître, c'est devenir plus grand, plus nombreux, s'accroître, augmenter, se développer. Donc, on a rejoint le monde des outillés et on a commencé à profiter de la puissance de leur distribution. Alors pour ceux qui le vivent pour le moment ou qui l'ont vécu il y a assez peu de temps, peut-être que vous vous souvenez de vos débuts sur les outillés. Je ne sais pas si c'est une histoire universelle, mais c'est quand même quelque chose que moi j'ai déjà vu dans certains hôtels à plus grande taille. Et là, on l'a constaté à nouveau chez nous sur nos chambres d'hôtes, c'est que les outillés, malgré ce qu'on pense, c'est pas forcément magique dès le début. Quand on s'est inscrit sur Booking notamment, qui reste le plus gros canal de vente indirecte en Europe, on a eu énormément de mal à démarrer. Et au début, je me souviens qu'on a parlé avec Amélie, mon épouse, de cette inscription sur Booking et on a même fini par se dire, au final, Booking nous apporte pas grand-chose en fait. On avait peut-être récupéré une réservation sur Booking en 2 ou 3 mois, alors qu'on continue à vendre en direct. Et on était en train de se dire, voilà, en fait, ce qu'on pensait au début, finalement, ça se vérifie. On va vivre de notre activité en direct et on va se passer des outils. Et puis, après la première réservation qu'on a eue sur Booking, le client est venu. Visiblement, il était content. On a récupéré un premier commentaire. On a récupéré quelques semaines après une deuxième réservation et ainsi de suite. Les premières réservations, elles arrivent vraiment au compte-gouttes, en tout cas pour nous et sur une destination comme les Hautes-Alpes. Et puis, une fois que vous avez atteint un certain seuil critique et sur Booking, même si ça me paraît maintenant déjà assez loin, je pense que c'est les 5 premiers commentaires. À partir de ce moment-là, votre établissement commence à afficher un élément très, très important pour les autres clients, c'est la note sur Booking. Hein, jusqu'à ce moment-là, on avait juste notre établissement, chambre et table d'hôte, le Cairn, et rien d'autre comme indication que la petite photo et un petit descriptif, ce qui n'est pas très, très attirant pour le client. À partir du moment où on a eu nos 5 premiers commentaires, qui étaient tous très, très bons, vous avez la note qui s'affiche sur Booking. Vous avez un classement qui est de plus en plus favorable. Alors, il faut savoir que sur les Hautes-Alpes, il n'y a pas une overdose en termes d'offres et de maisons d'hôtes. Donc, dès que vous avez une note qualité qui est favorable, vous vous retrouvez très, très haut dans les classements. Je pense que là, pour le moment, sans avoir rien fait de spécial sur Booking, on est les numéros 2 dans le listing si on cherche sur notre zone. Mais à partir du moment où vous avez cette note très bon, exceptionnelle ou même qu'importe la note sur Booking, vous rassurez les clients. Et là, c'est vraiment comme si vous ouvriez un robinet et très, très vite, ça se remplit. Ça se remplit à quelle vitesse? Pour vous donner un petit exemple, maintenant, ça fait à peu près 1 an qu'on est vendu en ligne sur Booking.com et on a déjà quasiment 30% de nos ventes en ligne qui passent sur ce canal-là. Et croyez-moi, on fait tout pour les maîtriser, mais en 1 an de développement, et tout n'est pas encore parfait en termes de distribution indirecte, on a une réservation sur 3 qui passe sur Booking.com pour nos chambres d'hôtes.
Si vous faites un peu les calculs, quand on dit une réservation sur 3 en réservation indirecte, eh ben, ça peut très rapidement vous amener, et c'est la partie un peu plus tragique de notre histoire, à une situation de mort, hein, de cessation d'activité, de faillite, si on parle en des termes plus comptables, ou en tout cas une situation, si on évite un peu le dramatique, une situation qui commence à être très compliquée. Pourquoi? Ben parce que il faut savoir que ces hôteliers, elles ont une puissance qui est évidemment énorme. Et quand on parle de petite hôtellerie de loisirs, je pense qu'il n'y a personne ici présent qui puisse rivaliser de manière frontale avec Booking.com notamment. Et donc, il y a un grand risque de perdre le contrôle. Cette perte de contrôle, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on continue dans la dynamique que l'on a pour le moment, nous, sur nos chambres d'hôtes, hein, avec en un an 26%, donc quasiment 30% de mes réservations qui passent sur Booking. À combien est-ce que je vais me retrouver l'année prochaine? 40, 45, 50%. Dans 2 ou 3 ans, j'arriverai à 60% de mes ventes en ligne sur Booking, 80, 90% ou même 90%, vu qu'il y a des amis belges, 90% des ventes en ligne via les outils. Ça paraît peut-être extrême et j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais sachez que c'est quelque chose qui peut arriver si on laisse complètement la distribution entre les mains, notamment de Booking, sans rien y faire. C'est pas trop le problème de se vendre sur Booking qui me pose problème évidemment à moi, mais c'est que cette vente, elle est évidemment liée au phénomène de commission que vous connaissez. Et à partir du moment où on paye une commission à Booking, à Expedia, 15% dans la majorité des cas, parfois plus en fonction des options que vous avez choisies, eh ben c'est 15 ou 20% de commissions qu'on paye pour la petite hôtellerie de loisirs, pour les maisons d'hôtes, pour les petits hôtels que vous gérez. C'est ça qui peut faire la différence. C'est ça qui peut faire la différence entre une activité profitable et une activité qui, au final, n'est plus profitable. Je pense que peu d'entre nous font des marges, des marges de profit annuel qui soient au-dessus de 25-30% sur des activités qui sont assez compliquées. On le sait en termes de profitabilité quand vous avez une maison d'hôte avec 4 chambres. Disons que les charges fixes pèsent assez lourd dans votre tableau comptable. Donc, si on ne fait rien, c'est un peu le message d'alerte dramatique aujourd'hui, mais on a vraiment ce risque de mourir. Ce qui est assez intéressant avec l'activité de chambre d'hôte, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, et je pense que c'est même trop tard malheureusement, mais j'ai l'impression que les chambres d'hôtes sont en train de vivre aujourd'hui ce que les hôtels, hein, l'hôtellerie de chaîne, a vécu il y a 5 ou 10 ans. Quand j'arrivais chez Accor juste après mes études, on commençait à vraiment se vendre en ligne, à se vendre sur Booking. Et au début, ben, les gens n'y croyaient pas. Je me souviens de certains directeurs d'hôtels qui m'ont dit bah, de toute manière, on peut rejoindre Booking, mais les clients vont pas réserver. Ils vont préférer nous téléphoner. Ils vont préférer avoir un contact avec l'hôtel. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour l'hôtellerie de chaîne, ben, il y a énormément de ventes qui passent maintenant sur ces canaux de distribution-là et tous les gros projets des groupes hôteliers sont d'une manière ou d'une autre dirigés vers cette gestion de la distribution et comment est-ce qu'on fait pour garder le client sur de la réservation en direct et pas en indirect. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que Booking et Expedia, les chambres d'hôtes ou peut-être la toute petite hôtellerie, ils les regardaient un peu avec un regard hautain et ça les intéressait pas trop. Et par contre, bah, depuis très peu de temps, il y a eu une inversion. Si vous regardez un petit peu les listings, notamment sur Booking.com, avant, vous étiez dans de l'hôtellerie traditionnelle, hein. Vous aviez un hôtel, vous pouviez être sur Booking.com. Si vous aviez autre chose, vous n'étiez pas présent dessus. Se sont rajoutés sur Booking bah, tout ce qui est chambre d'hôte. Très clairement, depuis quelques années très récentes, il y a un démarchage assez fort des chambres d'hôtes, des tout petits hôtels de la part de Booking, Expedia et autres. Et sur Booking, on voit encore d'autres types d'hébergements, tels que des appartements ou autres, qui apparaissent.
Donc, il y a cette volonté, notamment de la part de Booking et d'Expedia, des hôteliers en général, d'élargir un petit peu leur champ d'application et d'avoir un maximum de monde sur leur site. On aurait pu, je pense, en tant qu'hôtellerie sur les maisons d'hôtes, puisqu'on est quand même sur un produit qui est assez spécifique et la clientèle qui cherche une maison d'hôtes n'est pas forcément la clientèle qui cherche un hôtel. On aurait pu, je pense, il y a quelques années, euh, prendre un tournant important et éviter cette distribution, notamment sur les hôteliers. Et ça n'a pas été fait puisqu'ils sont tellement forts et la concurrence en face était assez dépourvue que ça ne s'est pas fait. Et donc, au final, on n'a pas d'alternative aujourd'hui que de travailler vraiment avec les outils. Si on ne fait rien, on va vers ce scénario et cette fin d'histoire qui est de mourir. Heureusement, les histoires peuvent s'écrire, se réécrire et on peut toujours changer la fin d'une histoire. Hein. Le livre n'est pas fermé et il y a une fin que, évidemment, je vous invite tous à écrire, à envisager, c'est plutôt de coexister, exister ensemble en même temps avec les outils. Ça veut dire quoi coexister quand on a des chambres d'hôtes ou un petit hôtel en termes de distribution? C'est qu'il faut absolument envisager de générer du revenu via les outillés, mais en gardant le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire garder le contrôle? C'est ça qu'on va voir juste après. Donc retenez plutôt cette fin-là, à cette petite fable, à cette petite histoire. Hein. On peut croire beaucoup de choses, comme on l'a fait tout au début, croire qu'on peut se passer complètement des outillés. Je pense que c'est compliqué, sauf si vous avez vraiment un produit de niche. Très clairement, on peut croître avec les agences en ligne. Au début, c'est plutôt excitant. Après, il faut payer les premières commissions et il faut un peu se remettre en question. Et puis après, il faut surtout garder le contrôle, coexister et générer du revenu qui soit profitable pour votre activité au travers des outils. Olivier, Oui, à ce stade, j'ai deux questions. Peut-être on les aborde super, maintenant. bien sûr. Quels sont les principaux OTA pour une chambre d'hôte en plus de Booking que tu pourrais conseiller? Très honnêtement, donc nous, là, je vous parle vraiment de notre expérience propre. Nous, on arrive à travailler pour le moment quasiment avec Booking. Je pense qu'il y a deux éléments. Donc, on a fait pas mal de boulot à la fois sur Booking et sur Expedia. Alors, on est des chambres d'hôtes qui sont situées en France. On a une clientèle qui est majoritairement locale et la clientèle locale, française et belge, européenne, utilise majoritairement Booking.com. Donc ça, c'est clairement le numéro un pour nous. Après, on a un petit peu de réservation qui passe via Expedia et tous les affiliés. Hein, Expedia se redistribue sur beaucoup d'autres sites. Donc, c'est le numéro 2 que nous, on a en termes de vente, mais ça reste minime au jour d'aujourd'hui. On n'arrive pas à développer plus que ça les ventes sur Expedia. Expedia est très, très fort dans l'hôtellerie au sens large, sur tout ce qui est international, sur les packages, donc chambre et un vol, par exemple, un billet d'avion, chose qui, nous, ne correspond pas du tout à notre clientèle. Donc, on est vraiment très, très centré sur Booking, ce qui peut être aussi un autre problème parce qu'au final, on a tous nos œufs qui sont dans le même paquet. Je crois que Bruno veut intervenir. Non, je voulais simplement te poser une question, Olivier, par rapport à la possibilité pour une maison d'hôte, par exemple, de publier une de ses chambres sur Airbnb. Tu penses que c'est une alternative intéressante? Alors on l'a fait, enfin on le fait encore et de nouveau pour nous ça fonctionne pas. Alors il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte et je connais pas les spécificités de Eloa, mais ça peut être assez intéressant de préciser ça pour Eloa. Donc nous, on est distribué sur Airbnb via notre channel manager et par contre, notre channel manager ne nous permet pas de pousser un prix spécifique sur Airbnb, ce qui fait que Airbnb a inversé, si on reprend un peu l'histoire, a inversé
le phénomène de commission, hein. Ils ont été assez malins là-dessus, Airbnb, parce que contrairement à Booking qui impose ses 15% de commission aux prestataires, aux professionnels, Airbnb impose sa commission plutôt côté client. Le client, l'hôte, hein, qui réserve sur Airbnb, il est un peu tout seul, il accepte les conditions de vente Airbnb ou pas, et puis voilà. Là où Booking maintenant se retrouve un peu face à des ensembles, des associations de propriétaires qui en ont marre des commissions et qui peuvent un peu mettre de la pression. Airbnb, pas du tout. Vous lui poussez votre prix de vente, et puis ils prennent une commission qui est assez réduite du côté du professionnel, c'est 2% si je ne m'abuse, et tout le reste de leur rémunération, 3%, 3% de commission sur ce que vous leur envoyez, et puis tout le reste de leur rémunération, elle vient du côté des, de la personne qui réserve, hein, de la personne du touriste qui veut loger chez vous. Et ça fait que nous, avec la manière dont sont paramétrés les systèmes, ben, nos prix sur Airbnb sont hors marché aujourd'hui. On est trop cher sur Airbnb par rapport à ce qu'on vend, le prix qu'on veut afficher. C'est plutôt une contrainte technique qui est un peu frustrante, mais qui malheureusement est là. Ça, c'est la première raison chez nous qui fait que ça ne fonctionne pas. La deuxième raison, mais je n'ai pas réussi à pousser plus loin l'étude, on va dire, c'est plutôt une impression, mais que Airbnb, la clientèle qui réserve sur Airbnb est moins en recherche d'un établissement comme le nôtre, à savoir chambre et table d'hôte. Nous, on essaye vraiment, parce que c'est notre cœur d'activité, de vendre à la fois la chambre et la table d'hôte, donc d'avoir les gens qui logent, qui mangent avec nous à la table d'hôte. C'est ça qui fait notre cœur de métier, notre activité principale. J'ai l'impression que sur Airbnb, les gens qui réservent sont plutôt à la recherche d'un petit appartement, une petite chambre ou quoi, mais pour être dans leur cocon, évidemment avec un contact avec le host, hein, de Airbnb, mais sans forcément chercher le produit maison d'hôte. Mais ça, c'est vraiment plutôt de la perception. Je ne peux pas vous dire que ça a été vérifié par une étude J'ai une autre quelconque. question qui était plutôt, n'est-ce pas, abandonner son cœur de métier, à savoir la relation que de se distribuer sur les OTA. Alors, c'est assez intéressant. Je voulais en parler à un moment ou à un autre. Je pense il faut vraiment qu'on ose aujourd'hui se remettre en question et comprendre comment le client il veut réserver. Pour moi, se vendre sur les outils, c'est pas abandonner mon métier, c'est déléguer une partie de mon métier. C'est pas mon métier d'ailleurs, c'est la distribution, c'est la vente à quelqu'un d'autre. C'est une vitrine, c'est mettre mes produits artisanaux dans la vitrine de la boulangerie au centre du village pour que les gens voient que je fais de l'artisanat. Hein, c'est accepter que quelqu'un d'autre vende mon produit, mais pas pour autant abandonner la chose. Quand vous vous vendez sur Booking, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour garder ce contact avec le client. Et je peux vous assurer que la plupart seront même surpris. La question que vous devez vous poser notamment, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous recevez une réservation sur Booking? Si le client il est sur Booking, c'est parce qu'il veut réserver sur booking.com. Et à partir du moment où il a réservé sur booking.com, il ne faut plus faire de différence entre ce client-là et un autre client. Et si vous estimez que la relation de proximité, elle est cruciale et c'est une certitude dans notre métier, notamment de maison d'hôte, ben c'est à vous de le recontacter. Rien ne vous empêche de le contacter, même si c'est au travers de l'interface de Booking, pour lui dire merci d'avoir réservé chez nous, un petit message qui coûte pas grand-chose et qui montre à la personne simplement qu'il a réservé sur Booking, mais que derrière, il y a un humain, il y a une personne, c'est pas simplement une machine. Donc, je ne pense pas que c'est abandonner la partie échange oui, échange, accueil par rapport à la vente sur Booking. Ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'aujourd'hui, enfin, la personne qui décide
ce qu'il fait, c'est le client. Et si le client il a envie de réserver sur Booking, c'est parce qu'il a des bonnes raisons de le faire, ça peut le rassurer et autres. Et si vous n'êtes pas présent sur Booking, il réservera probablement ailleurs. Donc c'est ça aussi la question. Est-ce que le client qui est sur Booking, vous voulez l'accueillir chez vous ou pas? Et sans oublier non plus, sur une perspective de plus long terme, et ça se voit immédiatement, nous là sur du court terme, donc sur moins de 2 ans, c'est que le client qui est venu une fois chez vous via Booking, en plus dans des chambres d'hôtes ou de la petite hôtellerie où vous avez un contact privilégié par la suite avec votre client, s'il revient chez vous, je pense que les chances sont très très élevées que ce client réserve mais en direct. Le nombre de clients que nous on a eu qui ont réservé une première fois sur Booking parce que voilà, ils cherchaient un établissement dans les Hautes-Alpes, ils n'avaient pas envie de chercher sur tous les petits sites internet qui sont parfois très bien faits, mais parfois aussi, soyons honnêtes, qui sont un peu dépassés. Il a la facilité de réserver là, et puis la fois suivante, par contre, il vous renvoie un petit email où il vient voir directement sur votre site. Donc, je ne pense pas qu'on abandonne la relation client quand on réserve via Booking. Ce qui est important, c'est de savoir, une fois qu'on a un client qui arrive via Booking, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est-ce qu'on fait en sorte que son séjour soit identique à celui des autres? Parce qu'il n'y a pas de raison de faire une différence entre un client qui a réservé sur une agence en ligne et un client qui vous a téléphoné. Il faut aussi penser que si vous êtes prêt à vendre sur votre propre site en ligne, vous avez déjà délégué d'une manière ou d'une autre cette relation-là, parce que le client qui peut réserver sur votre Booking Engine, sur votre propre site ou via même un office du tourisme ou autre, il n'est pas en contact direct avec vous. Donc, il y a un intermédiaire. Donc, cette situation d'intermédiaire, elle existe déjà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de perdre cette relation client. Il faut surtout mettre en place toutes les actions possibles après pour, pour que le client se sente comme chez lui et que la fois suivante, il soit prêt à venir. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a une part de responsabilité, nous, en tant que prestataire d'hébergement, sur l'éducation l'éducation, c'est même un peu péjoratif, je trouve, mais sur la sensibilisation qu'on peut faire auprès de nos clients. Si vous passez du temps avec vos hôtes, rien ne vous empêche d'en parler. Vous verrez, il y a des personnes qui sont assez sensibles à ça et qui même abordent le sujet. Oui, on a réservé sur Booking, on est un petit peu désolé, mais voilà, c'était le seul moyen qu'on avait. Ça nous rassure et c'est très clair, ça les rassure. Et après, vous pouvez leur expliquer que derrière, en effet, il y a des commissions, que ce n'est pas forcément le plus intéressant pour vous, que vous l'avez fait, que vous l'assumez complètement, mais que la fois suivante, ils sont les bienvenus, simplement vous passant un petit coup de téléphone ou avec un email. Ok, je te laisse continuer, je poserai d'autres questions. Ah, c'est selon. Donc, pour en revenir, comment est-ce qu'on peut coexister ensemble avec ces agences en ligne, générer donc du revenu via les outillés, tout en gardant le contrôle sur notre distribution? Alors, j'ai listé 3 attitudes qui me semblaient profitables. Donc, s'il y a une chose qu'il faut retenir plutôt aujourd'hui, ça va être ces 3 attitudes ici et le slide suivant. Sur un certain nombre d'outils. Donc, 3 attitudes profitables. La première, c'est votre inventaire, c'est notre inventaire. Donc, l'inventaire, c'est quoi? C'est notre produit, ce sont nos chambres. Quoi qu'il arrive, il faut que l'on reste maître de notre inventaire, de la vente de nos chambres. C'est, il ne faut pas l'oublier, notre seule et unique force par rapport à des intermédiaires qui sont énormément présents en ligne et qui sont beaucoup plus puissants que nous en termes de force commerciale. Son inventaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que propriétaires d'établissement, nous sommes responsables et nous pouvons prendre les décisions que nous voulons par rapport à nos chambres. On peut décider à qui on vend une chambre, on peut décider à quel prix maintenant on le vend, on peut décider de tout ce qu'on met en place par rapport à la vente de nos chambres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de vous mettre en vente sur booking.com, c'est très bien, mais vous devez décider quand est-ce que vous allez mettre en place la vente de vos chambres. Hein. Ça veut dire, il y a encore des petites parties en anglais même dans la présentation, open close in high season. Donc, vous devez décider de votre stratégie d'ouverture ou de fermeture en haute saison.
Si vous êtes ici, a priori, vous travaillez avec un channel manager, avec Eloa, et c'est une des possibilités que vous avez de décider comment est-ce que vous ouvrez ou vous fermez vos chambres à la vente en haute saison. Est-ce que, pour nous, je prends l'exemple des Hautes-Alpes, entre le 15 juillet et le 15 août, donc ça doit être le cas pour à peu près toutes les destinations touristiques, est-ce que vous vendez également vos chambres sur booking.com pendant la haute saison, alors que vous avez la certitude que vous allez les vendre en direct via votre site internet ou au téléphone? Voilà. Ça, c'est une des premières décisions que vous devez prendre. Ma recommandation, évidemment, est de dire que sur toutes les périodes de haute saison, il est plutôt recommandé soit de fermer votre inventaire sur les outillés, soit de le limiter d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous faites sur toutes les périodes qui sont contraintes? Donc, ce qu'on appelle période contrainte, c'est toutes les périodes assez chargées. Donc, vous n'êtes pas forcément complet. Hein, ce n'est pas forcément votre période, votre saison la plus haute, mais c'est un peu juste avant la haute saison, quand vous vendez 75-80% de votre inventaire, 90% de votre inventaire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez également sur les outillés? Est-ce que vous leur attribuez un certain allotement, un certain nombre de chambres que vous êtes prêt à vendre chaque jour là-dessus? Comment est-ce que vous faites? Et puis après vient aussi la question des événements. Alors en termes d'événements, ben, un événement c'est quoi? C'est un événement ponctuel sur une période qui est bien définie et qui va vous ramener une clientèle souvent assez spécifique. Si je prends ici l'exemple des Hautes-Alpes, comme événement on a quoi? On a par exemple, ben, on aurait eu le Tour de France cet été qui pendant quelques étapes vous apporte une clientèle bien spécifique. On a le rallye de Monte Carlo qui chaque année tourne ici autour de Gap et qui vous amène une clientèle aussi très spécifique. Qu'est-ce que vous faites pendant ces événements-là? Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur un événement spécifique, vous pouvez avoir deux stratégies complètement différentes. Ma stratégie pour le Tour de France ne va pas être la même que pour une période de rallye de Monte Carlo. Pendant un rallye, ici dans les Hautes-Alpes, je sais que la clientèle que je vais attirer, elle va être beaucoup plus internationale justement. Donc mon site internet, chambre d'hôte Le Cairn, enfin, c'est même pas celui-là, c'est lecairn.fr ou chambre d'hôte Le Cairn, va attirer personne parce que imaginez un peu le fan de rallye qui arrive d'Angleterre, de Suède, des Pays-Bas, il va pas réussir à aller repérer mon établissement sur Internet. Donc lui, il va passer quoi qu'il arrive via Booking. Donc on va avoir une stratégie spécifique pour cette période-là qui va nous permettre de remplir notre établissement, qui va anticiper le fait qu'on paye une commission de 15% et qui va assurer sur les 3, 4, 5 jours de l'événement la rentabilité qu'on souhaitait. Donc ça, c'est la maîtrise de notre inventaire. C'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Vous êtes les maîtres de votre inventaire, quoi qu'on essaie de vous faire croire. Vous n'êtes pas obligé de vendre tout le temps toutes vos chambres sur Booking. Vous n'êtes pas obligé de leur laisser la dernière chambre que vous avez. Vous pouvez vraiment prendre cet inventaire en main. Vous pouvez imposer des conditions de vente qui sont différentes sur booking.com que sur votre site internet. Vous pourriez ne vendre, par exemple, c'est quelque chose que nous on fait très souvent, vous pourriez ne vendre que des séjours de minimum 2 ou 3 nuits sur booking.com alors que vous êtes prêt à vendre des séjours de une seule nuit sur votre propre site internet. Donc, vous gardez d'une manière ou d'une autre la maîtrise de votre inventaire en direct et vous ne vous fermez pas complètement à la distribution indirecte. Ça, c'est la première attitude qui est profitable. La deuxième, elle est assez importante, même si elle paraît évidente, c'est d'offrir une alternative directe. Vous devez toujours, à partir du moment où vous vous mettez en place sur booking.com et autres, vous devez toujours proposer mieux ou égal en direct. En direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur votre propre site internet. Vous ne pouvez pas faire de différence entre vos clients une fois qu'ils sont sur place, mais quoi qu'il arrive, vous devez au moins leur proposer la même chose sur votre propre site internet. Ce qui est assez frappant, c'est une discussion que j'ai eue avec une autre prestataire. C'était un petit hôtel ici dans les Hautes-Alpes. Et la dame expliquait
elle refusait de mettre sur son propre site internet le module de réservation. Pourquoi? Parce qu'elle voulait garder justement ce contrôle. Elle préférait avoir le client au téléphone pour faire la réservation, pour discuter avec lui. Cette personne estimait à juste titre qu'au téléphone, en ayant un contact direct avec la personne, elle était plus à même de lui recommander des activités, le bon type de chambre et tout ça. C'est vrai. Ce qui m'a surpris, c'est que dans la suite de la discussion, dans la suite de nos échanges, cet hôtel se vendait sur booking.com. Donc, vous aviez un hôtel qui à la fois refusait de se vendre en direct sur son propre site internet pour avoir envie de garder ce contrôle sur la clientèle. Vous savez, nos clients, ils aiment bien nous téléphoner, ils préfèrent nous avoir en ligne, ils préfèrent envoyer un email. Très bien. Mais en même temps, parce qu'il y avait ce besoin de remplir l'établissement aussi à certains moments, l'hôtel était en vente sur booking.com. Ça m'a paru tellement énorme sur le moment même que ça m'a frappé. Il faut absolument éviter ce genre de scénario. Si vous êtes prêt à vous vendre en ligne sur booking.com, c'est pour un client qui va chercher sur Internet, il faut absolument proposer une alternative équivalente sur votre site Internet à vous. Il faut bien vous imaginer, et les chambres d'hôtes, je pense, sont face à un tournant aujourd'hui. Très clairement, on est sur une clientèle qui a une certaine maturité, on va dire. On est plutôt sur nous en tout cas, sur des couples dont les enfants sont déjà assez grands, on va dire autour des 50 ans, plus ou moins, des grands-parents. Donc toute une clientèle qui a eu l'habitude de réserver ses vacances via une agence de voyage, au téléphone ou autre. Ce qu'on est en train de voir de plus en plus, et c'est quelque chose qu'on essaie de développer, c'est que les chambres d'hôtes, elles plaisent aussi énormément, évidemment, aux familles, aux jeunes couples, et les habitudes de consommation de ces personnes-là sont complètement différentes. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait des années que j'ai plus téléphoné à un hôtel pour réserver une chambre. Ça fait des années que j'ai plus envoyé un email pour réserver une chambre. Donc, je regarde. Alors, évidemment, je vais aller voir sur leur propre site internet s'il y a moyen de réserver en direct. S'il n'y a pas moyen, comme ça me fait vraiment mal au cœur de réserver sur Booking, qu'est-ce qui se passe? Je vais réserver ailleurs. Mais je peux vous assurer que ça fait de nombreuses années que j'ai pu réserver un seul hôtel en téléphonant ou en envoyant un email. Parce que c'est dans les habitudes, quand il est 22 heures que je suis dans mon canapé, je n'ai pas envie de prendre le téléphone. Déjà, je me dis que peut-être que je vais déranger, parce que celui qui m'appelle à 22 heures, parfois on se dit, bah, c'est un peu tard. Donc, je n'ai pas envie d'appeler à 22 heures et je n'ai pas envie d'attendre le lendemain pour avoir une réponse. Donc ça, c'est un comportement d'achat, un comportement de clientèle auquel il faut apporter une réponse. Et cette réponse, elle passe notamment via votre propre site web et via les outils. Une alternative en direct, comme je le disais, donc c'est vraiment indispensable. Et la dernière phrase, elle est aussi importante. À partir du moment où le client il a réservé, que ce soit sur votre propre site ou sur booking.com, il faut faire attention pour ne pas faire de différence sur place. Le client, il ne peut pas ressentir au moment où il arrive dans votre hôtel que vous lui faites un petit peu la gueule parce qu'il a réservé sur booking.com. S'il a réservé sur booking.com, c'est parce que vous étiez distribué sur booking.com à ce moment-là, à cette date-là, à ce prix-là, que votre hôtel était ouvert à la vente et que donc vous étiez prêt à accepter ce client. Il ne faut certainement pas lui faire la gueule pour cette raison-là. Vous ne pouvez pas lui faire comprendre qu'à cause de lui, vous avez perdu 15% de commission. Quand on parle d'alternatives directes, ça rejoint un peu la gestion de l'inventaire, mais la durée de séjour, donc LOS pour length of stay, le prix que vous mettez en place, les conditions de vente, tout ça Alors, doit faire en sorte pardon, que la Olivier, réservation… Oui. le LOS, Length of Stay, pour ceux qui ne sont pas très affûtés avec ces acronymes, c'est la durée de séjour, le minimum de réservation, 2 jours, 3 jours. Voilà. Je me permets d'intervenir à ce niveau sur les acronymes. Tout à fait, c'est important que ce soit clair pour tout le monde. Donc là, l'idée, c'était de dire, et ça rejoint un peu le point précédent, que vous pouvez vendre pour une seule nuit sur votre propre site, et si vous voulez un peu freiner la distribution indirecte, vendre pour minimum 2 nuits sur les outils. En termes de prix, je vous invite à réfléchir aussi, parce que c'est une décision que maintenant vous pouvez prendre, vu que les règles de parité qui nous étaient imposées avant par les outillers ne sont plus d'actualité. Donc, vous pouvez décider de vendre à un autre prix sur booking.com. Alors, attention, ça a toujours des impacts d'une manière ou d'une autre, mais c'est une décision que vous, en tant que gestionnaire, vous pouvez prendre.
évidemment, à réfléchir, mais possiblement envisageable. Et les conditions de vente aussi. Alors, les conditions de vente, c'est un petit peu parfois compliqué, notamment sur Booking.com, qui vous laisse la possibilité entre 3 ou 4 types de conditions de vente, hein, non flexibles, semi-flexibles, un petit peu flexibles ou totalement flexibles. Donc, il faut faire attention et ça, de manière très transparente, c'est encore quelque chose qui, moi, me pose problème, hein, mais il faut essayer idéalement que les conditions de vente que vous proposez sur Booking, elles soient équivalentes à celles que vous faites en direct ou un tout petit peu moins favorables. Mais normalement, ça ne devrait pas être plus favorable. Et aujourd'hui, nous, c'est un problème qu'on a. Par exemple, nos réservations sur Booking, elles sont modifiables jusqu'à J-14, donc 2 semaines avant la date d'arrivée, le client peut annuler sans pénalité. Alors que si il a réservé en direct par rapport à nos conditions de vente et qu'il annule 2 semaines avant, il sera un petit peu plus pénalisé. Donc ça, c'est un problème. Soit vous en êtes conscient et vous voyez comment ça vous impacte, soit il faut essayer d'être aligné là-dessus. Donc, offrir une alternative directe. Et la troisième attitude profitable, c'est bien parce qu'on est en plein dedans, c'est se former, le se étant entre parenthèses, parce qu'il faut à la fois se former soi-même en tant que professionnel, mais il faut aussi former, expliquer, sensibiliser à la fois les partenaires et à la fois ses clients. Donc, vos clients, vos hôtes, vous pouvez leur parler de manière très transparente. Ça dépend évidemment du profil de vos clients, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes d'affaires qui faisaient tourner leur propre société, qui étaient des véritables businessmen à ma table d'hôte. Et c'est des gens qui sont tout à fait conscients des enjeux financiers d'une entreprise. C'est des gens avec qui vous pouvez avoir une discussion qui est très, très intéressante sur des phénomènes de commission et autres, et comprendre leur point de vue, pourquoi est-ce qu'eux ont réservé notamment sur Booking, et leur faire comprendre aussi l'impact que ça peut avoir sur votre activité là. Donc, vous pouvez parler avec vos clients de ces phénomènes-là. C'est pas du tout quelque chose de tabou. Il y a pour le moment, je trouve, une vague qui est très positive en France sur tout ça, sur l'importance. Ça rejoint un peu hein, l'importance du local, notamment en termes d'alimentation, manger local, éviter les intermédiaires et autres. Et il y a cette prise de conscience par rapport à l'impact aussi que peut avoir la réservation sur les partenaires indirects. Fidélisez vos clients, évidemment. Si vous avez des clients qui sont fidèles, c'est le meilleur moyen pour les voir revenir chez vous et réserver en direct. Hein, même si la fidélisation, on a toujours tendance à dire la fidélisation, ça coûte, mais c'est quelque chose moi qui m'horripile. La fidélisation, c'est jamais un coût, c'est un investissement que vous faites, mais ça ne doit pas être perçu comme un coût. Tous les actes que vous faites pour fidéliser votre client, c'est un investissement pour le futur que vous faites. C'est pas du tout quelque chose qui va vous coûter sur votre entreprise. Donc, continuez, je vous invite à le faire, continuez à vous former, à discuter sur les enjeux, les tendances de la distribution. La difficulté, c'est que ça bouge très très vite, évidemment, mais c'est important de se mettre à jour. Nous, on a eu la chance ici dans les Hautes-Alpes d'avoir une série de formations avec l'Office du tourisme sur ces sujets-là. Aujourd'hui, les précédents et ceux qui sont à venir avec Eloi sont un excellent exemple de cette démarche dans laquelle vous êtes inscrit, vu que vous m'écoutez pour le moment très clairement. Donc ça, c'est vraiment important. Donc retenez bien, restez maître de votre inventaire. Vous devez toujours proposer une alternative en direct, de préférence mieux ou égale que l'indirect, et continuez à vous former, à discuter, à être curieux. Parlez aussi avec vos partenaires parce que c'est quelque chose d'important. Si sur une destination, il y a une certaine cohérence en termes de distribution, c'est quand même beaucoup mieux que si tout le monde fait n'importe quoi de son côté. 3 outils profitables pour mettre ce genre de choses en place qui sont indispensables aujourd'hui, c'est d'avoir
tout d'abord de la data. Donc, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La data, c'est quoi? C'est simplement une base de données historique pour connaître votre business. Alors, faites attention, je me dois de vous le dire qu'il y a des lois aujourd'hui qui régissent la chose, hein, avec les RGPD ou GDPR, je ne sais jamais dans quel sens c'est l'acronyme, hein, mais donc c'est protection des données de nos consommateurs qu'il faut absolument suivre. Mais vous devez d'une manière ou d'une autre, et ça ne doit pas forcément rentrer dans le détail de vos clients, avoir une base de données historique de votre activité. Quand je parle d'une base de données historique de votre activité, évidemment, vous n'allez pas vous payer un outil de revenu management à 3 000, 4 000, 5 000 euros par an si vous avez des chambres d'hôtes, hein, mais un tableau Excel avec jour par jour le nombre de chambres que vous avez vendues, à quel prix vous l'avez vendu, via quel canal vous l'avez vendu. Ces éléments-là sont indispensables pour travailler après. N'oubliez pas un élément, c'est le denial dans le cadre de gauche. N'oubliez pas non plus d'enregistrer vos refus. Les refus, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent de prendre note, mais c'est quoi un refus? C'est le client qui vous téléphone, parce que oui, il y en a encore. Le client qui vous téléphone pour vous demander une chambre et vous lui dites que malheureusement, vous ne pouvez pas accepter sa réservation. Soit parce que ça ne rentre pas dans votre stratégie, mais la plupart du temps, c'est parce que vous êtes déjà complet. Ce client-là, en fait, cette information-là, c'est la plus importante de votre journée. Ce n'est pas le fait de prendre une réservation qui est si important que ça, même si évidemment c'est ça qui nous fait vivre, mais c'est surtout le fait de connaître toutes les périodes sur lesquelles vous avez refusé des clients. Refusé des clients parce que vous aviez déjà rempli votre établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'année prochaine, vous devez absolument adapter votre stratégie, si vous êtes dans une optique de profitabilité, adapter votre stratégie pour, parmi tous les clients qui avaient envie de venir chez vous, ne garder que ceux qui vous rapportent le plus d'argent au final. Hein. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte chez nous que le rallye de Monte-Carlo était un événement très très important chez nous. Hein, tout le monde nous disait dans les environs, oui, le rallye c'est bien, ça remplit toute la zone. Donc on était content. La première année, on a rempli nos quatre chambres et voilà, on croyait qu'on avait fait le job. Quand pendant les 3 derniers jours, on a reçu une vingtaine d'appels pour réserver nos chambres, hein, donc on a 4 chambres d'hôtes et on a eu une vingtaine de clients qui étaient prêts à réserver 2 ou 3 nuits sur les 3 derniers jours, qui nous appelaient de partout en Europe, dans toutes les langues possibles et imaginables. On s'est dit qu'au final, on avait rempli notre maison, mais qu'on s'était loupé en termes de profitabilité. Parce que ces clients-là, je peux vous dire qu'ils étaient prêts à mettre un paquet d'argent sur la table, hein, tout en restant corrects, mais ils étaient prêts à payer assez cher pour loger dans les Alpes et être à proximité du rallye. Donc voilà, on avait rempli notre maison, mais à côté, on aurait pu faire probablement beaucoup mieux. C'est ça qui a permis d'adapter la stratégie l'année d'après. Les refus, le nombre de clients que j'ai refusés sur ces dates-là. Première chose. Juste, pardon, c'est des clarifications. On me demande ADR, c'est quoi? Denial, c'est quoi là sur le tableau? Exact, ouais. Donc ADR, c'est l'acronyme de votre prix moyen, donc c'est le prix auquel vous avez vendu vos chambres, c'est le Average Daily Rate de l'hôtellerie de chaîne. Donc le prix moyen auquel vous avez vendu vos chambres. Si vous vendez toutes vos chambres au même prix, ben, c'est assez facile, hein, c'est ce prix-là. Mais si vous vendez certaines chambres avec un forfait A et puis d'autres chambres avec un forfait B, c'est la moyenne de ces prix de vente-là. Et le denial, c'est cette notion de refus, des clients que vous avez refusés pour la date-là. Le deuxième outil profitable et indispensable, c'est d'avoir un booking engine, donc un outil de réservation. C'est le système informatique qui vous permet de vendre vos chambres en ligne. Hein, c'est ce qui vous permet habituellement de réserver en direct. Ça peut être un petit module que vous mettez sur votre propre site internet. Ça peut être un outil de réservation plus développé. Quel qu'il soit, c'est un outil qui permet au client, une fois qu'il est sur votre propre site internet, de réserver vos chambres directement. C'est un outil, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est un outil qui se doit d'être simple, qui se doit d'être clair, qui se doit d'être sécurisé, hein, parce que c'est un des gros problèmes souvent que les gens remontent, c'est quand vous arrivez sur le site d'une chambre d'hôte et puis qu'au final on vous demande de mettre votre numéro de carte de crédit, vous n'avez pas la même
la même confiance que si vous êtes sur le site de Booking.com. Donc, tout doit inciter à la confiance sur votre propre site Internet et notamment sur votre outil de réservation. Donc, c'est le deuxième outil indispensable. Et le troisième outil, si vous voulez… Oui. J'ai une question là par rapport à ça. Quelqu'un demande est-ce qu'il ne faut pas distinguer Résa Direct et paiement direct. Le paiement direct exige un moteur. Est-ce que juste avoir un simple clic sur un calendrier, ça suffit comme Booking Engine? Ah bah, ça dépend ce qui arrive. Par exemple, je ne sais plus sur quel site ça existe, mais moi, ça me frustre énormément. Il y a des sites pour les chambres d'hôtes notamment où vous pouvez partager votre calendrier. Donc, si vous allez sur le site, je ne sais plus lequel, maisondote.fr ou quoi, vous allez pouvoir accéder à mon calendrier de réservation en direct. Donc, vous aurez un peu la même image que ce que vous avez à l'écran, un calendrier rouge et vert, voir si c'est disponible ou si ce n'est pas disponible. Ça donne, quand vous êtes à la place du client, il commence à être content, il a les yeux qui brillent puisqu'il voit que les dates sur lesquelles il a envie de venir chez vous, elles sont disponibles. Et puis quand il clique sur les dates, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie un petit formulaire où ça vous dit simplement oui, c'est disponible, merci de contacter Olivier pour voir si vous pouvez réserver. Et là, il y a un sentiment de frustration. Pour moi, sur votre site Internet, ce que vous devez absolument mettre en place, c'est un outil de réservation qui permette de bout en bout de faire la réservation. Vous avez la disponibilité, vous renseignez vos coordonnées et puis vous avez la confirmation de réservation qui vient à la fin. Est-ce qu'il y a déjà le paiement ou la carte de crédit? C'est autre chose, mais il faut absolument que le client, à la fin de son processus de réservation, il ait la confirmation qui lui arrive que la chambre est réservée. Ça, pour moi, aujourd'hui et très certainement demain, c'est une nécessité. Je crois que Bruno veut intervenir. Non, je disais simplement pour prendre une référence cinématographique chez Audiard, on n'est pas là pour beurrer les tartines. Donc, si vous voulez recevoir des réservations et générer du revenu, aujourd'hui, ça se passe par Internet. Et évidemment, au titre de Éloi, mais en écoutant ce que dit Olivier, on n'arrête pas de le dire et de le redire. L'acte d'achat, c'est un acte de confiance et c'est un acte où il ne faut pas frustrer le client. Donc, lui donner l'impression qu'il peut aller sur une partie du processus, mais que derrière, les choses se compliquent, qu'il doit téléphoner ou envoyer un email, c'est déjà en soi de l'anti-commerce. L'expérience dont tout le monde parle, partir en voyage, en famille, en week-end, c'est une expérience. Moi, je le répète, je le redirai mercredi lors du webinaire sur la relation avec les OTA et les relations directes. La première des expériences, c'est l'expérience d'achat. Voilà, on jauge votre professionnalisme à la qualité, au dispositif que vous mettez en place pour faciliter l'achat une fois que la personne s'est décidée à venir chez vous. Donc, c'est bien, on peut toujours espérer que les gens vont reprendre le Minitel, vont reprendre le téléphone, pourquoi pas les pigeons voyageurs pour vous contacter. Ça, c'est le monde d'hier et ce monde-là, il n'est pas prêt de revenir. Aujourd'hui, les gens veulent l'information de suite, maintenant, et si vous ne la donnez pas ou si vous ne donnez pas cette possibilité, vos concurrents locaux directs vont eux la donner et vous perdrez la réservation. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on fait un acte de commerce, on met une caisse, on met de l'étalage et on fait en sorte que les gens aient les moyens de prendre votre produit, de le payer en toute sécurité et d'avoir la certitude d'avoir fait leur achat. Je me permets d'intervenir de manière aussi radicale sur ce sujet-là parce que on peut toujours penser que ce genre de truc, ouais, c'est excessif, c'est des gens comme nous qui imposons ces règles de distribution en ligne. Vous les premiers, quand vous allez sur Amazon aujourd'hui, vous seriez choqués que les produits ne soient pas disponibles sur Amazon, vous seriez choqués qu'Amazon ne vous permette pas de réserver en un clic et vous seriez encore plus choqués de devoir attendre votre produit plus d'un jour à votre domicile, quel que soit l'endroit où vous habitez. Alors imaginez celles et ceux qui viennent réserver chez vous un produit qui par nature est un produit totalement immatériel, qui ne nécessite pas de logistique, qui ne nécessite pas de choses très très compliquées. Si vous restez dans cette logique-là, vous n'allez que perdre des clients et que frustrer des gens et vous risquez sérieusement d'avoir de gros soucis économiques, notamment après cette crise, parce que ce n'est pas du tout la manière dont les consommateurs qui aujourd'hui vivent une formation accélérée à l'achat en ligne vont considérer leur expérience de réservation dans le futur. Voilà, pardon. Merci Bruno. Et donc, le troisième outil qui est profitable, qui est indispensable, ça reste le Channel Manager. Le Channel Manager, que ce soit Eloi,
évidemment, ou un autre, c'est surtout important de savoir qu'il va vous permettre de garder la main facilement sur votre distribution. La distribution, aujourd'hui, on peut la faire de différentes manières. Vous pouvez travailler via les extranets de vos différents partenaires. Néanmoins, il faut quand même être honnête, hein, de nouveau. Si vous voulez le faire de manière efficace, ça veut dire gérer vraiment votre planning de manière fine, gérer vos prix de manière détaillée, il va vous falloir un outil. Ce n'est pas le coût que représente un channel manager qui doit être un frein, parce que le coût aujourd'hui, il est très très réduit par rapport à ce que ça peut vous rapporter en termes d'efficacité. N'oubliez pas non plus de penser à la satisfaction de vos clients. Hein, on parle du client qui n'arrive pas à réserver et qui est frustré. N'oubliez pas et imaginez la frustration du client qui arrive à réserver sur l'extranet, sur booking.com et que vous devez recontacter après pour lui dire que vous vous êtes trompé dans la gestion de votre inventaire et qu'en fait, vous n'avez plus de chambre disponible chez vous. Je pense que c'est encore pire que d'avoir un client qui n'arrive pas à réserver, que d'en avoir un qui a réussi à réserver, il est content et puis vous lui retirez son petit jouet des mains et vous lui dites bah, finalement, il va falloir aller ailleurs. Donc, n'oubliez pas ça. Le Channel Manager va vous permettre notamment de gérer ça. Et aujourd'hui, on assiste aussi quand même au développement d'outils qui vous permettent de gérer bien plus que simplement votre distribution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais vous avez énormément de modules et de services qui sont liés à ça et qui vous permettent de travailler et de rentabiliser, si on est sur cet aspect-là, votre Channel Manager de manière assez évidente. Voilà, sur cette partie distribution, l'idée vraiment et le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, que j'essaye de faire passer de tous les côtés, c'est cette prise ou cette reprise en main de votre et de notre distribution. Pourquoi? Parce que nos marges, elles sont faibles, mais on vit un métier qui est passionnant. Parce que si on ne le fait pas, sachez que d'autres le feront pour nous. Ils vont se l'approprier, cette distribution, sans aucun état d'âme dans le futur. Et le futur, il commence aujourd'hui, hein. C'est déjà le cas. Et sachez qu'il existe des solutions pour toutes les structures, pour toutes les tailles d'hôtellerie. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de continuer à croire avec moi à une distribution profitable pour tous, parce que oui, la distribution aujourd'hui, c'est une évidence, c'est une nécessité, mais il faut qu'elle soit profitable pour nous tous. Voilà pour la partie distribution. Je ne sais pas si on fait quelques questions distribution maintenant. Après, j'avais prévu les 2 derniers slides sur un petit peu cette crise du coronavirus. Soit on les parcourt maintenant et puis on enchaîne toutes les Ah non, questions, soit j'ai il quelques y a des questions questions. sur la distribution. Ouais. Donc, une question est-ce que les acteurs territoriaux, c'est-à-dire les offices de tourisme et CDT, pourraient être une alternative aux OTA? Alors, oui et non. Je ne pense pas que les offices du tourisme, notamment, soient une alternative complète. Ça doit faire partie des modes de commercialisation différents. Mais de nouveau, c'est assez compliqué de les joindre, de les connaître quand on vient de l'extérieur. C'est toujours ça la difficulté, hein. Si vous cherchez un hébergement sur une région touristique, que vous allez dans Google, voyez comment ça se passe et à quel niveau est-ce que l'Office du tourisme, la page de l'Office du tourisme va se retrouver, notamment dans le référencement Google. Et donc, c'est là que c'est compliqué. Je pense que ça doit être un de leurs métiers. Donc, ils doivent être capables de vous vendre. Ça doit être une de leurs missions. Ça va apporter une alternative au Booking, Expedia et compagnie, mais il ne faut pas tout miser là-dessus parce que je pense que les offices du tourisme sont aussi en train aujourd'hui de se réinventer pour voir la manière dont on va travailler demain. Le métier d'office du tourisme, sans être un expert dedans, mais en train de changer très très fort. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est comment se positionne l'Office du tourisme en termes de partenaires.
j'ai eu la surprise, moi par exemple, c'est quelque chose qui me choque, de voir que l'Office du tourisme qui vend mon hébergement, hein, quand ils le vendent, ils prennent à la fois une commission sur ma chambre. Alors, ça, c'est pas un problème parce qu'il faut bien qu'ils se rémunèrent d'une manière ou d'une autre. Tant que la commission, on va dire, reste maîtrisée et en accord avec ce que nous, on a décidé. Mais il y a aussi que l'Office du tourisme prend des frais de dossier pour le client, par exemple. Et donc, il y a un moment où je pense que les offices du tourisme doivent réfléchir au business model qu'ils veulent mettre en place pour que ça soit correct pour tout le monde. Moi, ça m'a ennuyé quand j'ai appris que le client, il avait payé peut-être 20 ou 30 euros plus cher parce qu'il avait réservé sur le site, pas sur le site, mais via l'office du tourisme qu'en direct chez moi. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, les offices du tourisme ne sont pas à même de remplacer très clairement les outils. Mais ça doit faire partie, et on a la chance dans les Hautes-Alpes, en tout cas, que l'Office du tourisme est actif en termes de vente. Ils ont un accès à notre inventaire, ils ont un accès à nos tarifs et autres, donc ils peuvent nous vendre. Donc ça, il faut voir si ça peut s'organiser partout pour que ça soit une alternative. Mais j'ai peur de nouveau que dans le futur, il y ait de moins en moins de gens qui réservent via les sites des offices du tourisme. Parce que dans les habitudes de consommation, j'ai l'impression que ça sort un petit peu du cadre. Olivier, on a beaucoup de questions sur comment, à la base, ou sur quel principe calculer son tarif de vente. Alors, on sait qu'il y a des règles en fonction du coût de revient, en fonction de la concurrence, en fonction du moment. Donc ça, c'est peut-être si tu peux faire un rappel sur ce qui te semble, toi, être le bon pivot à partir duquel calculer, on va dire, une ligne directrice de ces tarifs. Et on a beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut, quel principe appliquer. Alors évidemment, c'est variable en fonction des cas. En matière de yield management, lorsqu'on est une maison d'hôtes ou un hôtelier indépendant. Donc voilà, est-ce que tu peux aborder ça ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais prévu sur les prochains slides? Non, je ne l'ai pas pris sur un slide spécifique, mais en termes de prix, pour répondre plutôt à la première question, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces prix? Il y a quelques grands principes. Bon, il y a évidemment les principes de coût, hein, connaître son coût, quel est le coût que vous coûte une chambre quand vous la vendez, donc votre coût variable à la vente. Quels sont vos coûts fixes, sur combien de chambres vous voulez les amortir. Ça vous donne déjà une idée du prix minimum sous lequel il faudrait idéalement pas descendre. Après, vous avez plutôt des prix qui sont subjectifs. Vous pensez, et le problème c'est qu'on pense souvent d'une manière différente que nos clients, mais quel est le prix que vous pensez que votre produit vaut, hein? Donc si vous voyez simplement votre maison d'hôte ou la chambre de votre hôtel de manière très personnel, quel est le prix que vous lui donnez? Ça, c'est un exercice qui est assez intéressant à faire avec quelques personnes qui sont hors de votre structure professionnelle, hein, parce qu'on a toujours soi-même une image un peu biaisée de son propre produit. Donc, essayez de voir de manière naturelle combien vaut le produit si vous le présentez à quelqu'un. Vous pouvez comparer ça aussi avec d'autres chambres. Et puis aujourd'hui, et des sites comme Booking.com, évidemment, ne font qu'accentuer ce phénomène, c'est la position de votre produit par rapport à la concurrence. Et ça, c'est l'élément qu'il faut maîtriser. On utilise, si vous permettez, je vais changer de présentation. Je vais vous mettre un autre slide qui va illustrer ce phénomène que j'utilise en cours. Pendant que tu cherches le slide, donc je reprécise, hein, parce qu'il y a eu quelques coupures. La base c'est de connaître votre coût de production, évidemment, ce que coûte votre maison d'hôte ou votre hôtel, et à partir de là, de fixer une sorte de seuil qui va être votre taux de remplissage prévisionnel. Si vous considérez que le revenu que vous devez générer est de 100 000 avec un taux d'occupation de 60% de vos chambres en moyenne, là, vous divisez ça et puis vous avez déjà cette fameuse ligne de point mort en dessous de laquelle il devient dangereux de tomber au risque de perdre de l'argent. Donc ça, c'est la base, c'est de savoir quel est votre point mort
en dessous duquel il ne faut jamais baisser la garde. Là-dessus, vous allez devoir ajouter des coûts qui sont des coûts variables, notamment les coûts de distribution, les fameuses commissions, mais aussi tous les coûts liés à votre commercialisation, c'est-à-dire vos coûts marketing. Lorsque vous allez, par exemple, débloquer sur l'année 2 000 ou 3 000 euros, par exemple, ou un peu moins, pour être présent sur votre office de tourisme, sur Facebook, pour faire du Google Ads, pour être présent avec ou pas des guides ou avec un certain nombre de portails. Et puis, vous allez confronter, là, vous allez avoir un tarif qui est un tarif brut, en gros, et qui, lui, va pouvoir être va avoir une limite basse et puis une limite haute qui est liée à la saisonnalité par rapport à vos taux de fréquentation prévisionnels sur la saison. Et ensuite, évidemment, c'est ce que Olivier était en train d'expliquer, je pense qu'on va voir, vous allez devoir confronter ces chiffres qui sont des chiffres de prévision à la réalité du marché, c'est-à-dire à la compétition, aux tarifs que pratiquent vos compétiteurs dans votre zone ou les gens qui ont des produits de qualité similaire. Et effectivement, il y a aujourd'hui des éléments qui sont des éléments discriminants, on va dire, qui sont un peu les notes que vous allez pouvoir trouver à tarifs comparables ou à notes comparables, ou les tarifs que vous allez trouver, on peut l'inverser comme on veut, sur les OTA. Et ça, c'est un indicateur important parce que le consommateur, il voit énormément de tarifs. Il compare en général le tarif avec la note et vous savez combien Booking est en train aujourd'hui d'imposer sa note et ses classements. Donc, ça va devenir une référence à l'échelle quasiment mondiale. Donc, les gens comparent ça. Donc, la notion de confronter vos tarifs et votre note par rapport à vos compétiteurs vous permet, en fonction de votre taux de remplissage, de modifier quasiment un mois avant, 15 jours avant, une semaine avant votre tarification pour ne louper aucune opportunité. Donc, votre revenu management, c'est une question qui se traduit par un qualificatif ou par un terme, c'est l'agilité. Vous devez être extrêmement agile sur votre façon d'ajuster vos tarifs, mais en sachant d'où vous partez. Vous devez systématiquement connaître le point bas en dessous duquel vous ne le descendrez jamais. Voilà, Olivier, je me suis permis de résumer et de compléter. Impeccable. Pardon. Et donc, en plus de ça, pour un peu, on va dire, calculer ce dernier élément que Bruno mentionnait, qui est le prix de votre produit par rapport à son marché concurrentiel, sauf si vous êtes sur un produit de niche, hein, auquel cas, quand vous êtes sur un produit vraiment de niche, mais il faut être sûr qu'on soit vraiment dans une niche, vous pourriez décider imposer le prix que vous voulez pour votre produit. Mais la plupart des établissements ne sont pas dans ce cas-là. Et donc, vous avez un environnement concurrentiel. L'outil qu'on utilise, c'est celui que je vous ai mis à l'écran, qui s'appelle une Rate Value Matrix. Donc, c'est une matrice. On ne l'a pas à l'écran. Vous en avez déjà parlé? Non, on ne l'a pas à l'écran. Ah, vous ne l'avez pas à l'écran. Oh là là. Alors, hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est en train de basculer, oui, tout à fait. Donc, c'est une matrice qui représente sur deux axes le positionnement de votre hôtel, de votre établissement par rapport à vos concurrents. Donc, il faut choisir vos concurrents. Ça, c'est déjà parfois un sujet de discussion, mais choisissez les établissements qui sont vos véritables concurrents, pas ceux que vous aimeriez bien avoir comme concurrent, hein. Donc, ce n'est pas forcément la plus belle chambre d'hôte de la région qui est véritablement votre concurrent, mais choisissez les concurrents qui vraiment jouent sur le même segment de clientèle que vous. Vous allez prendre votre propre établissement comme étant la référence et vous allez le placer au milieu des deux axes. Ici, sur mon graphique, c'était pour le château de Namur, au milieu des deux axes. Sur l'axe vertical, vous allez positionner tous vos concurrents en haut ou en bas en fonction de la valeur perçue que leur donnent les clients. La valeur perçue, c'est quoi? C'est justement ces notes que l'on peut retrouver sur TripAdvisor et sur Booking.com principalement. Donc, dans la partie supérieure du graphique, vous allez positionner tous les établissements qui ont une qualité perçue par vos clients comme étant meilleure que la vôtre, et dans le cadre inférieur, dans la partie inférieure, tous les établissements qui ont une qualité perçue qui est moins bonne que la vôtre. Donc, les hôtels de meilleure qualité sont au-dessus de vous, les hôtels de moins bonne qualité ou de chambres d'hôtes sont en dessous de vous. Et puis, vous allez prendre les prix. Vous allez faire une petite étude sur quelques dates et voir à quel prix est-ce que vous vendez votre établissement ou à quel prix est-ce que vous pensez le vendre, et voir à quel prix est-ce que vos concurrents le vendent. Et tous les hôtels qui se vendent plus cher que vous allez les positionner sur la droite du graphique avec
un système en pourcentage et tous les hôtels qui se vendent sur la moins chère vont se retrouver sur la gauche. Cette matrice, c'est un document que moi j'ai, je peux vous le partager avec Bruno qui peut le mettre à disposition de ceux qui voudraient. Vous allez voir de manière graphique la relation qu'il y a ou pas sur votre marché entre la qualité des produits et les prix. Normalement, la logique voudrait qu'on ait une diagonale qui parte d'en bas à gauche, donc les hôtels qui sont les moins chers et avec la moins bonne qualité, et qui montent vers le coin supérieur droit avec les hôtels qui ont à la fois la meilleure qualité et les prix les plus élevés. Ça, ce serait un marché où il y a une certaine logique entre les différents prix. Vous allez pouvoir, en fonction du schéma qui va se dessiner, voir où est-ce qu'il faudrait vous positionner. Positionner votre hôtel plutôt entre les concurrents qui vont avoir des valeurs perçues qui sont similaires. Donc ça, c'est pour le positionnement initial, comment définir son prix de base, hein, les lignes directrices pour positionner son établissement. Connaître ses coûts, savoir le prix au minimum auquel vous ne voulez pas vendre, ça c'est plutôt un prix commercial. Hein, mais par exemple, si je prends l'exemple chez nous, ça doit être le cas dans la plupart des établissements, mais les coûts variables sur une chambre d'un hôtel, milieu de gamme on va dire, sont entre 15 et 20 euros pour les établissements. Là, je reprends plutôt les établissements de grande taille, hein, une centaine de chambres. C'est pas pour ça que vous allez vendre votre produit à 25 euros, même si ce serait profitable, parce que vous estimez que votre produit de manière commerciale, il vaut au minimum 50, 60, 70, 80 euros. C'est à vous de le déterminer. Donc ça va être votre prix le plus bas. Puis vous avez le prix le plus haut que vous allez être prêt à vendre. C'est le prix, c'est pas forcément le prix que vous pouvez demander à votre client, parce que si je reprends l'exemple du rallye de Monte-Carlo, ici dans les Hautes-Alpes, je suis quasi sûr que je pourrais vendre une chambre à 200, 300, 400 euros pour une nuit. Maintenant, j'estime que de manière commerciale, le produit ne vaut pas 300 euros. Donc, on met une limite maximale qui pourrait être de 100, 150, 200 euros, qu'importe, pour ne pas aller plus haut. Et entre les deux, il faut voir un peu comment se positionnent vos concurrents pour se mettre plutôt dans la bonne zone, pour qu'il y ait un rapport entre cette qualité, la qualité que vous fournissez, et le prix que vous demandez. Ça va être pour le prix de base. Après, quand on parle de yield management, donc yield management, revenue management, c'est deux concepts qui sont similaires. C'est plutôt la question comment est-ce qu'on peut faire varier ces prix-là. Alors, la première chose que nous, on a mis en place ici, notamment pour des chambres d'hôtes, c'est la saisonnalité et réfléchir à la stratégie que vous voulez avoir en fonction de la saisonnalité. Sur la basse saison, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous êtes dans une stratégie plutôt de vendre cher ou plutôt dans une stratégie de remplissage pour essayer de gagner un maximum de clientèle par rapport à vos concurrents? En fonction de ça, vous pouvez déterminer le prix auquel vous voulez vous vendre. Si votre idée est plutôt d'attirer du volume sur cette période-là, vous allez volontairement diminuer votre prix par rapport à vos concurrents pour essayer de vous retrouver soit à des prix légèrement inférieurs à vos concurrents et attirer du monde, soit si vous avez une meilleure qualité que vos concurrents, donc si votre note, notamment votre note booking est meilleure que vos concurrents, il n'y a pas besoin d'aller mettre des prix inférieurs à eux. Il suffit d'être plus ou moins au même prix que eux. Et puis de manière naturelle, si vous voyez un établissement avec une cote à 9 sur 10 et un établissement à 7 sur 10 et qu'ils ont tous les deux des prix similaires à quelques euros près, ben naturellement, le choix du client ou de la majorité des clients va aller pour l'hôtel, pour la chambre d'hôte avec la note maximale. Donc ça va vous permettre d'attirer du volume en basse saison, par exemple. Sur la moyenne saison et le début de la haute saison, vous êtes peut-être plus trop dans un enjeu de remplir à tout prix, puisque vous savez qu'il y a de la demande et vous n'avez pas non plus la possibilité d'appuyer sur l'accélérateur en termes de prix. Donc dans ce cas-là, vous reprenez plutôt votre positionnement naturel qui sort de votre étude de marché pour vous vendre à un prix correct. Et puis vient la haute saison et les périodes d'événements. Cette période-là, c'est toujours un petit peu plus amusant parce que vous pouvez commencer à jouer et vous êtes vraiment vous le maître de votre prix. La technique ultime en revenu management, si je peux dire, sur une période de haute saison, de très haute saison, c'est d'être un peu trop cher
à la base. Hein. Si vous êtes plus cher que vos concurrents, mais que vous savez que c'est la haute saison, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous trouver un petit peu trop cher, donc ils ne vont pas réserver chez vous au début. Donc ils vont faire quoi? Ils vont réserver chez vos concurrents. Ce n'est pas un problème si vous savez que c'est la haute saison et qu'au final, vous allez être le dernier hôtel, la dernière chambre d'hôte disponible sur le marché. Ça ne pose plus de problème parce qu'à ce moment-là, les clients, ils n'ont plus le choix, mais surtout, ils n'ont plus de référence pour comparer les prix. Et le prix, hein, si vous vendez à 100 euros alors que tous vos concurrents sont à 80 euros, au début, vous passez pour quelqu'un, pour un voleur. Hein, quand il y a 10 alternatives à 80 euros, c'est pas très malin ou c'est mal perçu en tout cas. Mais quand vous êtes le seul hôtel disponible après sur toute la zone à 100 euros, si vous avez un produit qui est correct, ben, le client, au final, il est content de vous trouver, de se dire waouh, il reste encore des chambres. Et les 100 euros ne passent plus du tout pour un prix exagéré, mais pour un prix qui est normal. Au final, vous avez vendu vos chambres 20 euros plus cher que vos concurrents. Et c'est là, sur des périodes de plus forte saison, de plus forte demande, que vous pouvez créer aussi la profitabilité de votre entreprise. Il y a peut-être des commentaires qui vont arriver, là je les ai plus sous les yeux, comme quoi c'est un peu voler le client d'agir comme ça. N'oubliez pas que vous ne forcez jamais personne à réserver votre établissement et que si vous voulez à un moment ou à un autre vivre de votre activité, c'est des leviers qu'il faut activer. Il ne faut jamais en abuser, il ne faut pas abuser de ses clients très clairement, mais il y a un moment où c'est des choses qui peuvent se faire. Il n'y a plus personne qui est choqué d'avoir payé son billet d'avion 2 fois le prix de son voisin quand vous partez avec Ryanair. Il y a de moins en moins de gens qui sont choqués d'avoir payé leur billet de TGV quand ils roulent un peu plus cher que leurs voisins. Donc, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aussi dans l'hôtellerie. Ça, c'est les grands principes du yield management. Après, si vous voulez rentrer encore plus dans la finesse, vous pouvez mettre en place des règles de gestion en fonction du nombre de chambres que vous avez déjà vendues ou surtout du nombre de chambres qui vous reste à vendre. Normalement, la dernière chambre que vous vendez, vous pourriez ou vous devriez augmenter légèrement les prix. C'est parfois un peu dur à faire quand vous êtes sur une petite structure comme nous, par exemple, avec 4 chambres. Hein. Une chambre à vendre, c'est pas grand-chose, mais c'est aussi 25% de notre inventaire. Donc, il faut un peu relativiser certaines de ces règles et jouer sur d'autres leviers. Ce que nous, on fait assez souvent, par exemple, ici sur la maison d'hôte, c'est que la dernière chambre qu'on a, on ne la vend qu'avec la table d'hôte. Et on ne la vend que pour un séjour de 2 nuits. On ne va plus la vendre sur une nuit, juste la chambre et le petit déjeuner. C'est des petites règles de gestion qui vous permettent de facilement filtrer un peu sur les clientèles les plus profitables et d'optimiser la vente notamment de cette dernière chambre. Il y a une question sur cette dernière chambre-là, en disant que le prix, le client Booking qui réserve au dernier moment est parfois impitoyable sur la note après parce qu'il trouve qu'il a payé trop cher. Ça, c'est la règle du jeu, évidemment, avec Booking. Et il faut voir les attentes du client. Après, prenez les notes Booking et tout comme des éléments positifs, même si ça fait mal au cœur, clairement, de recevoir une mauvaise note sur Booking. Mais c'est ça qui va vous permettre aussi de jauger le prix maximum que vous pouvez demander à un client. Si vous a mis 5 sur 10 parce que le prix était trop cher, clairement, vous savez que c'est une limite que vous ne devez pas franchir et vous devriez probablement redescendre un petit peu en dessous. Très honnêtement, je préfère avoir un hôtel qui, une fois de temps en temps, se prend une note de 5 sur 10 ou une très mauvaise note en qualité-prix, parce que ça veut dire qu'il a essayé, il a été voir jusqu'où il pouvait monter. L'hôtel qui a une qualité-prix de 10 sur 10, c'est super, hein, c'est flatteur, mais le premier conseil moi, que je donne à ces établissements-là, c'est de vérifier s'il n'y a pas moyen d'augmenter un petit peu les prix. Parce que quand on vous dit que vous avez un rapport qualité-prix qui est irréprochable, c'est que probablement vous offrez entre guillemets trop par rapport au prix que vous demandez. Donc, si vous avez une note comme ça de temps en temps sur le volume, c'est pas dramatique. Ce qui est important avec les notes, c'est pas mon cœur de métier. Mais c'est d'être très actif par rapport à ces notes. Il faut vraiment demander à vos clients de vous laisser des notes, même si vous n'êtes pas trop pour le système de cotation, hein, c'est une réalité aujourd'hui. Au plus vous allez avoir des commentaires clients, au plus ces mauvais commentaires vont être
vont être absorbés. Et de toute manière, ça a été démontré aussi que le plus important pour le client, c'est pas tant le nombre, c'est pas tant pardon la note finale, c'est pas d'avoir 8,5 ou 9 sur 10 qui est important. Le plus important, c'est d'avoir beaucoup de commentaires. Un 8,5 sur 10 validé par 500 clients va avoir plus d'importance probablement qu'un 9 sur 10 qui n'a été validé que par 50 ou 60 clients. Parce que le client, inévitablement, il sait aussi que sur Internet, il peut y avoir des trucs un petit peu louches, un petit peu border game. Et il va se dire, tiens, comment ça se fait que cet hôtel-là, il a 10 sur 10, mais il n'y a que 5 personnes qui lui ont mis. En fait, c'est les parents, le beau-frère et la grand-mère. Donc, il y a toujours cette crainte-là et on peut jouer dessus quand on est sur le volume. Je voulais, pour ma part, rajouter deux choses. La première, pour répondre à cette question, qui je crois était posée sur l'histoire de la dernière note, Frédéric, je crois que c'était sur le dernier jour, oui, c'était Clotilde. Alors, déjà, je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut être très, très vigilant, c'est que théoriquement, la dernière chambre disponible, elle doit être chez vous, sur votre site à vous. Si la dernière chambre, elle est réservée sur Booking, là, clairement, il y a une faute de votre part. Et donc, il faut être très, très prudent par rapport à ça. Donc, sachez aussi que Booking, sous la pression des autorités européennes, a dû, et notamment en Grande-Bretagne aussi, avant qu'ils nous quittent, doit indiquer maintenant sur ses pages, attention, il n'y a plus de disponibilité sur Booking pour cet établissement. C'est-à-dire qu'on dit bien, votre fiche est affichée, votre maison d'hôte, votre hôtel est bien présent sur Booking, mais pour ce jour-là, il n'est pas disponible sur Booking, c'est clairement dit. Donc, ça veut dire implicitement qu'il peut-être y avoir des disponibilités sur votre propre site à vous. Alors, pas chez les concurrents Booking, parce que là vous risquez vraiment de frôler la correctionnelle avec Booking, mais en tout cas, sur votre propre site. Donc, faites en sorte que si vous êtes sur des périodes de forte pression de réservation, de sollicitation, de désactiver certains inventaires au dernier moment sur les OTA pour garder toujours les dernières chambres disponibles chez vous. Ça, c'est absolument fondamental. Je reviens sur la question de pas mal de questions sur la valeur, sur le coût de revient. J'insiste aujourd'hui, et on va en parler par rapport à la période post-Covid, les études des principaux chercheurs mondiaux sur l'hôtellerie, l'évolution de l'hôtellerie, ont bien démontré que les gens attachaient plus du prix, on va dire, à la valeur qu'au prix final. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez dans ce que vous proposez à vos clients, dans la manière dont vous le valorisez à travers vos photos, vos explications, la manière dont vous groupez un bundle, un package avec la chambre, le petit déjeuner, un pass, etc. etc. Et ne craignez pas, par exemple, aujourd'hui, de vous dire, attention, on va devoir casser les prix. Toutes les études ont démontré, après toutes les crises successives antérieures, donc il y a eu les crises du SRAS, du MERS, il y a eu tout un tas de crises antérieures, les établissements qui ont maintenu leur niveau de prix, n'ont pas cassé leur prix pour redémarrer, sont ceux qui sont toujours présents debout aujourd'hui, ont toujours continué à créer de la valeur. Ils ne l'ont fait que parce qu'ils ont valorisé la qualité de leur offre, la qualité de leur établissement, et ça passe. Il y a un moment où la qualité, on la mesure aussi par le prix. Il y a la note, et c'est très important, Olivier a raison, 1000 fois raison d'insister là-dessus, mais à un moment donné, vous ne devez pas avoir peur de fixer un tarif qui corresponde vraiment à la valeur de ce que vous proposez aux voyageurs, aux clients. Et donc, ne redoutez pas aujourd'hui d'afficher des prix qui vous semblent un peu plus élevés que vos concurrents. N'ayez pas peur de vous noyer dans une tarification qui peut vous donner quelques sueurs froides parce que vos réservations vont peut-être un peu moins vite que les gens qu'il y a en face. Mais n'allez pas dans le sens de cette compétition, notamment avec les hébergements alternatifs qui, eux, n'ont pas les mêmes contraintes de viabilité, de rentabilité que vous. Donc, évidemment, ils vont casser les prix. Les appartements vont casser les prix. Tout le monde va casser les prix au retour. Vous êtes des professionnels, vous êtes des hôteliers, des propriétaires de maisons d'hôtes. Vous additionnez une valeur qui est une valeur qu'on ne retrouve pas dans un hébergement sec, dans un hébergement alternatif. Et cette valeur, notamment basée sur la sécurité sanitaire, par exemple pour les premières semaines après le déconfinement, cette valeur, les gens vont y attacher un prix considérable. Donc, c'est vrai que ça va aussi peut-être représenter des coûts chez vous, mais ça, il faut l'expliquer à vos clients. Et donc, ce sont des choses importantes qui doivent rentrer en ligne de compte dans votre tarification aujourd'hui. Pardon, hein. À toi, Olivier, je te rends la parole. Une remarque impeccable qui vient d'être faite sur quelqu'un qui
relate son expérience, Karine. Nous avons baissé les prix, du coup, nous n'avions plus la même clientèle et cette clientèle trouvait nos chambres trop chères. Très clairement. Très clairement, c'est un bon exemple hein, de relation, hein, parce que le prix, c'est quelque chose de très subjectif aussi. Bon, c'est très complexe à analyser, mais descendre les prix ne vous fera pas forcément que du bien, loin de là. Quelques petites réflexions plutôt sur cette crise du coronavirus, sans prétention aucune, parce que je suis vraiment pas un expert sur le sujet et on est tous un petit peu dedans, mais voilà, l'idée c'est juste de vous partager un peu les réflexions qui sont en cours, réflexions qui sont à la fois personnelles, réflexions qui sont aussi partagées par certains organismes auxquels on peut avoir accès, notamment moi via Accor, et puis tout ce qu'on peut lire à gauche, à droite. Donc, très clairement, c'est une crise qui est sans précédent et on est encore aujourd'hui en route vers l'inconnu, que ce soit par rapport à la durée de la crise, par rapport aux impacts aux différents niveaux, les budgets touristiques, c'était une question que je me posais, comment est-ce que ça va évoluer, hein, parce qu'on est assez clairement parti pour une période où il va y avoir une réorganisation budgétaire assez importante. Comment est-ce que ça va impacter le monde du tourisme? On a des ouvertures, fermetures de frontières. Comment est-ce que ça va réagir? Quelles vont être les politiques de voyage par rapport aux différents pays, par rapport aux différentes entreprises si vous êtes sur une activité plutôt business? Donc, on est encore pour le moment un peu vers l'inconnu. Il va falloir rester très attentif à ces différents éléments-là. La deuxième chose, c'est que il va falloir faire face, une fois que cette crise sera finie, faire face à une incertitude qui va probablement rester pendant longtemps. Ça paraît évidemment un peu négatif et ça donne un petit coup de cafard pour terminer. Hein, mais bon, est-ce qu'il y a un risque d'une nouvelle vague ou pas? Je crois que ça va rester quand même dans la tête des gens d'une manière ou d'une autre. Et ça rejoint des points que Bruno a dit. Comment est-ce qu'on va répondre, nous, en tant qu'hôteliers, à cette crainte qu'ont nos clients? Comment est-ce qu'on va leur assurer qu'ils ne seront pas dans une situation dangereuse s'ils viennent loger chez nous? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à une éventuelle récession économique qui semble s'annoncer de plus en plus? Quelles vont être les nouvelles attitudes de nos clients en termes de voyage? On peut les imaginer aujourd'hui, mais on ne les constate pas encore. Est-ce qu'il y aura un sentiment de peur, un sentiment de repli? Énormément de choses qui peuvent arriver et qui vont nous impacter d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est deux éléments assez importants par rapport à la crise aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve. Et la troisième qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a vécu des crises hein, de par le passé. N'oublions pas qu'on parle ici de vie humaine et pas simplement de chiffres. Donc, quoi qu'il en soit, n'oublions pas de penser à ça. C'est une période qui est assez difficile, surtout si, et je ne vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, pensée très très positive par rapport à tous ceux qui pourraient être impactés de manière directe ou indirecte par rapport à leurs proches. Sur cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire un peu dans le futur? Bon, le premier message, ça reste un message positif de ne pas paniquer. Pourquoi? Parce que la panique, elle a rarement résolu des situations difficiles, ça c'est une certitude. Soyons positifs et aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'y croire que la situation, elle finira par se normaliser hein, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une certitude. L'être humain est très, très fort pour ça, avec une résilience inimaginable. Donc, soit on aura cette crise derrière nous et tant mieux, soit malheureusement, on va finir par s'habituer au risque, mais d'une manière ou d'une autre, on va retrouver une normalité. Cette normalité, elle sera différente peut-être de ce qu'on vit aujourd'hui, mais on aura une nouvelle normalité. Et ce sera le moment où on pourra évidemment rebondir. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on rebondit de plus belle. En Europe, en France, dans le monde du tourisme, de l'hôtellerie, on est sur des marchés qui sont assez dynamiques et qui arrivent souvent, je dis souvent parce que ce n'est pas une vérité absolue, mais à remonter à des niveaux assez intéressants.
Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est d'être prêt, même si on ne sait pas quand ça va très clairement se terminer cette crise, mais il faut que dès aujourd'hui, on soit prêt pour la reprise, qu'on soit présent, en profiter pour être à jour, notamment sur tous les canaux de vente, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui de, de, de se plonger, de s'imaginer dans le futur, mais profitez-en si ce n'est pas déjà fait pour revérifier tous vos contenus, pour revérifier tous vos sites de distribution et autres, pour qu'au moment où on réappuie sur l'interrupteur, vous soyez sur la première ligne de la grille de départ et pas à ce moment-là que vous vous disiez, tiens, ce serait peut-être bien d'intégrer un moteur de réservation sur mon site web. S'il faut commencer un chantier, je pense que c'est encore le bon moment pour le faire. Le troisième élément, c'est de protéger vos prix. Alors, on peut pas, attention, hein, on ne peut pas donner de directives claires et je ne peux pas vous donner plus de conseils que ce que je vais vous dire, hein, parce qu'il y a quand même des lois qui protègent nos consommateurs. Mais n'oubliez pas que le prix, dans une crise comme ça, ne fera pas revenir le client. Au jour d'aujourd'hui, l'exemple il est très bon. Si vous rouvrez votre établissement et que vous mettez vos chambres à 10 euros, prix de vente avec le package le plus complet possible, vous n'avez personne qui va réserver chez vous. Tant qu'il y a ce risque aujourd'hui ou même ces interdictions, le prix ne refera pas venir le client directement chez vous. Travailler sur la valeur ajoutée, quand le client aura décidé de revenir, l'enjeu c'est qu'il vienne chez vous et pas chez vos concurrents. Mais votre prix, le fait de diminuer les prix ne va pas faire changer ça. Le quatrième élément, c'est une réflexion qui est plutôt ciblée sur ce que nous on vit ici, mais je pense que ça va pouvoir s'étendre assez fort sur l'ensemble de la France, l'ensemble de la Belgique, c'est de penser à son marché domestique. Je vous invite tous à analyser votre mix de clientèle en fonction des pays de résidence de vos clients, savoir d'où ils viennent, que ce soit sur le marché local, le département, la province en Belgique, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Sachez d'où ils viennent. Je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais j'ai quand même l'impression qu'en sortir de crise, les gens vont avoir plus facile et plus de confiance pour voyager de manière locale. Le local, c'est ce qu'on connaît le mieux. Hein, les gens ici dans la région PACA, ils connaissent la région, ils connaissent les Alpes du Sud et il y aura plus facilement un sentiment de confiance avec la proximité de leur domicile et une région qu'ils connaissent que de se dire on va aller complètement de l'autre côté des Alpes en Autriche. Voilà. C'est une impression, mais je pense qu'elle fait sens. Donc, pensez pour la reprise à vous focaliser en premier sur votre marché local et votre marché national. Hein, je ne sais pas si vous vivez tous aussi fort que nous du tourisme, mais si la crise se débloque avant l'été, hein, très clairement, moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de grosses craintes par rapport à la profitabilité de l'établissement pendant l'été. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas partir pour des longs voyages. On va être plutôt sur une consommation locale. Et il y a énormément de Français qui n'attendent qu'une chose aujourd'hui, c'est de sortir de chez eux après cette période de confinement. Et quand cette période de confinement va être levée, la première chose qu'ils vont faire, c'est de regarder autour d'eux ce qui existe. Donc ça, je pense que c'est une chance qu'on a hein, d'avoir un énorme marché intérieur pour le tourisme et que le côté international ne reprendra que plus difficilement. Déjà parce que quand nous, on va sortir de cette période de crise, tous les autres pays autour de nous ne vont pas forcément être dans la même situation. Il y a beaucoup de décisions souveraines au niveau des frontières qui ont été prises. Quand est-ce que ça va se lever? Quelles seront les conditions pour voyager? Tout ça fait qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes au niveau de l'international. Et le dernier élément que nous, on a mis en place, c'est la flexibilité. Donc, il faut se mettre à la place du client et surtout en sortir de crise, quelle va être la prochaine crainte de nos clients, c'est qu'il y ait à nouveau une période de confinement, nouveau une période d'interdiction de voyager. Sachez que la santé sera toujours, c'était mentionné au début, la santé sera toujours le critère numéro un, quel que soit le comportement de votre client. Si sa santé est mise en danger, il ne viendra pas chez vous, même s'il a déjà payé un acompte, même s'il a une carte de crédit, même si normalement il ne peut pas annuler. Donc, je pense que c'est très, très intéressant et important pour nous d'offrir d'une manière ou d'une autre la flexibilité au client et la garantie qu'on ne va pas abuser de lui. Nous, ce qu'on a mis en place maintenant,
Et pour le moment, très honnêtement, ça fonctionne pas, hein, mais on a mis en place des nouvelles conditions de vente pour les chambres d'hôtes. Quiconque voudrait réserver aujourd'hui pour une date future, on lui demande aucun acompte. Hein, on lui offre une flexibilité totale jusqu'au moment où le confinement sera annulé. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut réserver, par exemple, chez nous au mois de juin, pour le moment, on lui offre cette possibilité-là. Imaginons que ce confinement soit prolongé jusqu'au mois de juin. On lui annonce qu'il n'aura rien payé à ce moment-là et que, évidemment, on annulera sa réservation sans aucune euh, difficulté. Hein. Celui qui veut le faire, il peut le faire. On lui annonce donc qu'il n'y aura vraiment aucune contrainte et on espère que ça rassurera aussi un petit peu sur ce côté-là. Voilà un peu les cinq réflexions du moment. Il y en a énormément d'autres qui arriveront, c'est sûr, par rapport à cette crise et à cette sortie de crise. Voilà, c'est ici que Merci. mon intervention, cette longue intervention se termine. C'était un vrai plaisir d'être là avec vous. Merci Bruno pour cette belle tribune et j'espère que vous allez repartir de la session avec quelques éléments à garder. Si je le fais, c'est avant tout parce que je pense aussi que tout ce qui est revenu management et distribution, c'est quelque chose qui doit être rendu accessible. C'est une nécessité aujourd'hui pour l'industrie hôtelière. C'est un plaisir aussi, ici j'ai mentionné, c'était pour mes étudiants, mais c'est un plaisir de partager les connaissances que moi je peux avoir en toute modestie avec d'autres personnes. Si ça peut permettre de faire grandir ne fût-ce qu'un de vos établissements, ce sera déjà une victoire. Et voilà, c'était un vrai plaisir d'être là. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans le futur. Oui, merci absolument Olivier. D'abord, nous étions plus de 200 à t'écouter avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Merci à toutes et à tous et merci à toi Olivier. On reviendra, puisque le confinement n'est